Vous savez, il y a des électrochocs qui vous tuent, il y en a d'autres qui vous ramènent à la vie. Dorine Bourneton a 16 ans quand l'avion à bord duquel elle se trouve s'écrase dans le Massif central. Elle est la seule survivante. 12 heures à attendre les secours jusqu'à ce qu'un homme perçoive ses cris de détresse perdus dans la montagne. Au début, il croyait que c'était le vent dans les arbres, le bruit du vent dans les feuillages. Et puis au bout de quelques secondes, il a réalisé non, que c'était quelqu'un, c'était une voix qui appelait au secours. Et c'était moi. L'adolescente se retrouve clouée dans un fauteuil roulant. Dorine, qui se rêvait pilote d'avion, est fracassée par la conclusion sans appel des médecins. Vous, maintenant, vous êtes handicapé, paraplégique, vous n'avez plus l'usage de vos jambes. Donc l'aviation, pilote de ligne, faut oublier. Mais c'était mal connaître Dorine. Cet accident m'a obligée, tellement de courage, obligée de le dépassement de soi, obligée de m'accomplir. Aujourd'hui, Dorine Bourneton est la première femme handicapée pilote de voltige aérienne au monde. À elle seule, elle donne des ailes à celles et ceux qui n'en ont plus. Et elle se livre sur Entre vous et moi. Pouvoir voler alors qu'on ne peut plus marcher, on a le sentiment de danser en fait. Bonjour à tous, merci d'être toujours au rendez-vous fidèle, toujours aussi nombreux sur Entre vous et moi. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle année d'Entre vous et moi avec des interviews toujours aussi percutantes, authentiques, vraies, sans phare. C'est ça qu'on cherche aussi sur Entre vous et moi et j'ai l'impression que c'est ce que vous cherchez aussi. Vu le nombre de personnes qui s'abonnent à notre chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci. Retrouvez ces interviews sur YouTube, Entre vous et moi, également sur tous nos différents réseaux. Et puis en podcast, où là, vous aurez la voix de nos invités, leurs histoires extraordinaires, comme celle que nous allons entendre à l'instant avec notre nouvelle invitée. Bonjour Dorine Bourneton. Bonjour. Joie de te recevoir. De te recevoir ? Ouais. On essaie ? Oui. Merci beaucoup de nous recevoir chez toi. Dorine Bourneton, plusieurs casquettes. Aviatrice, conférencière, écrivain. On va parler de tes différents livres. Toi, la première femme handicapée, pilote aérienne de voltige au monde. Rien que ça. Ce petit bout de femme-là, c'est ça. Faut la voir en l'air. Toi qui as 16 ans, aurais pu choisir l'ombre à la lumière. Toi qui as décidé que voler serait ta nouvelle manière de marcher. On va voir ça. Plus haut, plus fort, plus intensément. Ça va être intense. C'est beau la façon dont vous le dites. Dit comme ça, c'est vrai qu'on se dit waouh. Quand on le vit, c'est différent. Mais quand on le vit de l'intérieur. Mais raconter comme ça, je trouve ça très émouvant. Merci. On y va ? On part pour la voltige. Allez. Dorine, tu es née le 6 septembre 1974 à Thiers, Puy-de-Dôme. Oui. Même année, toi et moi. Oh, ravie. Ouais. Aussi, les meilleurs 74. Parle-moi de la petite Dorine que tu étais avant tout ça. La petite Dorine, elle était timide, mais qu'est-ce qu'elle avait envie de bouffer la vie. Oh là là, je me souviens, j'étais toujours, et j'ai gardé ça en moi, toujours envie d'exploration, envie d'aventure, envie de découverte, toujours en mouvement. Toujours, prendre le vélo et puis dévaler sur les petites routes de Noirétable et ses environs, puisque j'ai grandi à la campagne dans un petit village de montagne et le vélo était pour moi le moyen d'explorer le monde, de partir à la découverte. Et je tenais pas en place déjà à ce moment-là. Curieuse, pipelette ? Pipelette, non. Curieuse, oui, curieuse des autres. J'avais plein d'amis parce que, en fait, j'avais cette faculté
Depuis toujours, cette faculté d'adaptation où je pouvais côtoyer des personnes de plein de milieux différents, en fait, et me sentir toujours bien accompagnée. J'arrivais à, voilà, chose que ne faisaient pas les autres. Hein. Il y avait des clans, voilà, en fonction un petit peu du niveau social, hein, des parents. Il y avait des clans et moi je naviguais un peu partout, j'étais bien partout avec tout le monde et ça a été une grande force, je crois. Une grande force pour la suite de mon parcours. Après, tu as évoqué tes parents. Papa était ambulancier taxi, c'est ça ? Voilà, mes parents avaient une petite entreprise d'ambulance. Ils étaient aussi, faisaient le taxi, hein, vous savez, à la campagne, on emmène les malades pour leurs soins, leur traitement des cancers, etc. Et puis, donc, ils travaillaient ensemble, mes parents. Et nous, enfants, eh ben, quand voilà, on n'était pas à l'école, ben, on avait la mission de répondre au téléphone, de prendre les courses, de les appeler à la radio, de transmettre les commissions, de recevoir aussi des fois, entre deux courses, recevoir les clients, attendre avec eux qu'ils rentrent, etc. Et ça aussi, ça a participé à... Enfin, c'est quelque chose qui m'a ouvert aussi très jeune sur les autres, en fait. Sur voilà, la curiosité, savoir comment vivent les gens, enfin, poser des questions. Voilà. Et ça aussi, ça va vraiment me servir. Et tu étais avec papa dans le taxi quelquefois ? Tu faisais des courses avec lui Oui, parce que évidemment, comme toutes les petites filles, j'adorais mon papa. Et du coup, dès que j'avais l'occasion, je montais à l'arrière du taxi, à la fois pour justement aller découvrir d'autres paysages, découvrir le monde. Oui, j'avais vraiment ce sentiment. Et aussi pour passer du temps avec lui. Et voilà, on parcourait les routes comme ça. Et parle-moi de maman. Alors, ma maman, elle c'était une femme qui parlait peu, pas très démonstrative, très travailleuse, très en soutien de mon père. Et puis, elle aussi, elle participait, elle conduisait l'ambulance, elle conduisait le taxi. Voilà. Une femme très courageuse parce que c'était dur. Mes parents ne prenaient jamais de vacances, mais quand je dis jamais, c'est jamais. Je n'ai aucun souvenir d'être partie en vacances avec mes parents. Ils travaillaient 7 jours sur 7, donc la semaine, samedi, dimanche, et 24 heures sur 24. C'est-à-dire que le téléphone pouvait sonner en pleine nuit, et il y avait une course, une urgence, il fallait partir tout de suite, c'était le branle-bas de combat, et nous, on restait, mon frère et moi, à la maison. Voilà, on a appris à vivre dans une maison un peu vide. Voilà. Mais c'est pas des mauvais souvenirs pour autant. Parce que on développe, on s'envole, on développe l'imagination. On rêve d'une autre vie, on rêve d'autre chose, on rêve de partir surtout. Tu regardais déjà en haut ? Ça va venir assez vite. Ça va venir grâce à mon père, puisque un jour, il rentre d'une course et là, il était épuisé et il dit à ma mère, bon, écoute, maintenant ça suffit, ça fait 10 ans qu'on fait ce métier à la con parce que difficile. Maintenant, j'ai envie aussi de vivre un peu pour moi et surtout d'assouvir un rêve que j'ai. Ce rêve, c'est de passer mon brevet de pilote. Donc, je vais aller à l'aéroclub d'Auvergne, près de Clermont-Ferrand. Je vais m'inscrire et je vais prendre des leçons. Je vais passer mon brevet de pilote. Alors, évidemment que ma mère s'insurge parce qu'elle ne voit pas l'intérêt. Pour elle, c'est dépenser de l'argent pour rien. Et mon père lui dit, c'est ça ou je divorce. Ah ouais. Bon, alors, elle a plié. Ouais. Et donc, il a commencé comme ça à prendre ses premiers cours de pilotage. Et moi, je montais à l'arrière de l'avion, comme je montais dans le taxi. Je montais derrière. Et là,
Alors, toujours découverte du monde, mais ça prenait une autre dimension. Et une dimension magique. Magique quand on est enfant, que tout vous paraît grand, les voitures, les maisons, les stades de foot. Là, c'était tout petit. Et c'était fantastique parce que on avait... ça correspondait bien à mon tempérament de voler. Déjà. Parce que je me sentais un petit peu aussi différente des autres, enfin, ultra sensible et souvent en observation. Et donc, je me disais, l'avion, c'est un formidable moyen pour observer le monde qui défile, prendre du recul et observer. Et je me dis, waouh, ça c'est génial, ça correspond totalement à ce que j'ai envie de faire, à mon tempérament, à ce que j'aime. Être dans le silence aussi, pour contempler, réfléchir. Et donc voilà, assez rapidement, je dis à mon père, mais moi aussi je veux passer mon brevet de pilote. Et il me dit, pourquoi pas? Il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce métier, mais justement, tu pourrais être la première, par exemple la première femme pilote de Canadair. À l'époque, il te dit ça. Il me dit ça. Et l'idée a fait son chemin. En fait, ça ne m'a jamais quittée. L'idée d'être la première en quelque chose ne m'a jamais quittée. Alors, c'est marrant parce que tu es chez tes parents et tu dis que finalement, tu as envie d'aller voir autre chose, un autre monde. Et là, d'un seul coup, tu le vois de haut, ce monde auquel tu aspires, mais j'allais dire toujours à côté, en étant à l'extérieur du monde. Puisque quand on est en l'air, oui. on n'est pas dedans. Oui. Toujours un peu contemplative. Ce que tu es peut-être devenue aussi après. Tu penses que déjà, tu sentais que la vie allait te réserver quelque chose de différent? Ah, je me sentais pas comme les autres. Et j'avais envie d'un destin. J'avais envie de vivre une vie extraordinaire. J'avais déjà ça en moi. Je voulais pas être comme tout le monde. J'aurais pas fait d'aviation, probablement que j'aurais été exploratrice. Probablement que je serais partie sur les routes, je sais pas. Mais j'aurais vécu peut-être d'écriture, d'aventure. Mais j'avais envie de ça. J'étais attirée vers ça. Et donc, Dorine, tu as 15 ans lorsque tu effectues ton premier vol à l'aéroclub d'Auvergne, sur les traces de Saint-Exupéry déjà, Mermoz. Est-ce que tu connais ces noms-là? Oui, ces noms me font rêver. Oh là là. Je me disais que moi aussi, j'utiliserais l'avion comme un moyen de transport, un outil pour, comme eux, transporter du fret, du courrier, des vivres. Et secourir des personnes. Le Petit Prince, tu connaissais? Non, j'avais entendu, mon père m'avait parlé du Petit Prince. On n'avait pas beaucoup de livres à la maison, on avait quelques livres de Saint-Exupéry, mais je ne l'avais jamais lu. Il me disait, c'est un livre qu'il faut lire, mais encore fallait-il le trouver et l'acheter. Voilà, parce qu'à Noir-et-Table, il n'y avait pas beaucoup de boutiques. Et puis on n'avait pas Amazon à ce moment-là. Donc premier vol à 15 ans, et puis tu veux y aller, voir le ciel. Tu veux y aller, tu veux aller découvrir le monde, tu veux aller voir ce qui se passe derrière. Le 12 mai 1991, tu as 16 ans et tu pars en vol dans un avion et ton papa dans un autre avion, direction Marseille, je crois. Et qu'est-ce qui se passe à cette date précise? Eh bien, justement, on allait rencontrer les pilotes, ces fameux pilotes de Canadair. Ah oui. Et oui, c'était l'occasion qu'il ne fallait pas manquer. Le rendez-vous était pris. Et donc, c'était un 12 mai 1991. Pour les jardiniers, ils savent qu'on n'a pas passé les Saintes Glaces à ce moment-là. Et que, en mai, il peut toujours faire mauvais temps. Oui. Et donc, ce matin-là, il faisait vraiment pas beau. On ne voyait pas la montagne en face de chez nous, de ma maison. Mais on décide d'aller voir.
d'aller voir. Et comme le disaient les pilotes de l'aéropostale, du temps de l'aéropostale, on va voir, et si ça passe pas, on fait demi-tour. Sauf que là, on est allé voir, on a bien vu, on a surtout vu la montagne contre laquelle on s'est craché, parce qu'en réalité, le pilote est rentré dans les nuages. Il n'a pas réagi suffisamment rapidement, suffisamment tôt, en fait, avant de rentrer dans les nuages. Et donc, les nuages cachaient une montagne. Et donc, on s'est craché sur le flanc du mont Alambre, dans la région du Puy-en-Velay. Et là, il est à peu près 8h30 du matin. Et les secours vont mettre 12 heures pour retrouver l'avion. Et c'est un handicapé qui va nous retrouver. C'est un monsieur qui s'appelle Philippe Achard et qui a une hyperacousie. Parce qu'en fait, on n'arrivait pas à localiser l'appareil. Les instruments n'étaient pas suffisamment performants à l'époque. Et en fait, ces deux frères qui étaient là, qui n'étaient pas pompiers, mais qui passionnés des radios amateurs, passionnés de se mettre à disposition des secours pour aider. Et ces deux frères connaissent la région par cœur. On a localisé une zone de recherche, ils connaissent la région par cœur et donc ils partent à la recherche de l'avion. Sauf qu'il y avait du brouillard et qu'on n'y voyait pas à 1 mètre. Et donc localiser l'appareil, ils n'y arrivaient pas, quoi. Et à un moment donné, Philippe a entendu des cris. Au début, parce que je l'ai rencontré, il m'a expliqué. Au début, il croyait que c'était le vent dans les arbres, le bruit du vent dans les feuillages. Et puis au bout de quelques secondes, il a réalisé non, que c'était quelqu'un, c'était une voix qui appelait au secours. Et c'était moi. Et donc, il s'est guidé comme ça, à ma voix, et il est tombé sur l'avion et donc l'avion complètement explosé, évidemment, les 3 corps inertes autour de moi. Tu es la seule survivante. Et j'étais la seule survivante. Dorine, tu as attendu 12 heures avant que ce monsieur n'arrive avec les secours. Quand tu me racontes ce qui se passe, j'ai l'impression que tu y es encore. Que j'y suis encore. Non, pas du tout. En fait, j'ai pris énormément de recul par rapport à tout ça. Mais c'est juste que je suis quelqu'un de très sensible. Et que ce soit par rapport à cette histoire-là, j'ai beaucoup d'empathie, moi, et aussi j'ai de l'empathie pour moi, en fait, on va dire ça comme ça. Donc, mais non, j'ai pris du recul, et puis je me suis relevée, et puis j'ai rebondi, et j'ai fait des choses extraordinaires. Évidemment, j'aurais préféré que cet événement n'existe jamais. J'aurais préféré avoir mes jambes, quoi qu'on en dise. Parce que j'aurais eu une vie tout à fait pleine, riche, extraordinaire, sans cet accident. Je n'avais pas besoin de cet accident pour m'accomplir. Cet accident m'a obligée, tellement de courage, obligée de le dépassement de soi, obligée de m'accomplir, que pour exister, tout simplement, pour trouver ma place dans la société, cette société qui à l'époque, ne voulait pas d'handicapés. Il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas se mentir. Encore, il n'y a pas si longtemps, nous n'aimions pas les personnes handicapées, nous n'aimons pas les handicapés, nous n'aimons pas la différence. Et dès lors que tu es différent, Saint-Ex disait « loin de me léser, tu m'enrichis », mais en réalité, la réalité, ça c'est des belles paroles, la réalité, elle est beaucoup plus rude, elle est beaucoup plus âpre, difficile. C'est des trottoirs infranchissables, c'est des marches d'escalier interminables, c'est des toilettes qui ne sont pas accessibles pour les personnes handicapées. Vous êtes obligé pendant une journée entière de vous retenir. Quel valide pourrait supporter ça ? Quelle personne valide ne pourrait pas s'insurger dans une situation comme celle-ci ? Mais nous, parce que nous sommes handicapés, nous sommes invisibles, on doit se taire,
En fait, on est condamné au silence. Enfin, nous étions. Dorine, à Beaucoup 16 moins ans, aujourd'hui. à 16 ans, tu n'es pas condamnée au silence puisque tu cries. Tu cries pour survivre. Tu cries alors que 3 corps t'entourent et tu cries à la vie. Elle pense à quoi, cette jeune adolescente qui crie alors que la mort est autour d'elle? Elle pense à quoi? Elle pense qu'elle veut rentrer chez elle. Elle pense qu'elle a froid, qu'elle veut retrouver les bras de sa maman. Et puis sa petite chambre, sa couette, sous la couette. Et après, plus tard, à quoi elle va penser? Elle va penser que la vie, il faut la vivre en fait. La vie, que c'est une chance et il y a urgence à la vivre pleinement, à faire ce que l'on a à faire, à se réaliser. Et depuis cet accident, je vis dans une forme d'urgence. Je ne veux pas laisser passer les bons moments. Je ne veux pas... Voilà, parce que souvent on a tendance à reporter au lendemain ou à se plaindre sans cesse. Ça, c'est bien un truc de valide, de se plaindre sans cesse, d'être jamais content, jamais satisfait. Moi, je me satisfais de tellement de choses. Beaucoup de choses me rendent heureuse, des petites choses. Parce que je sais la valeur de ces choses, je sais la valeur de la vie. Quand on a été entouré par 3 cadavres pendant 12 heures, je crois que... Enfin, même si j'ai oublié, d'accord, parce que j'ai oublié ces images terrifiantes, c'est inscrit, ça s'est resté inscrit au fond de moi, en fait. Et donc, je sais qu'il y a urgence à vivre et à vivre pleinement. Mais quand vous êtes condamné au fauteuil roulant à 16 ans et qu'on vous dit que plus rien n'est possible, que tout est impossible, repiloter un avion, c'est impossible, mademoiselle, on a besoin de ses jambes pour piloter un avion, certaines commandes sont aux pieds, vous ne pouvez plus piloter. Quand on vous dit que, que l'avenir est tout tracé, ce sera les allocations familiales, le canapé et la télé. Quand on vous dit ça... Oui, parce que c'est la première chose que tu demandes à l'hôpital. Je veux revoler à l'infirmière auprès de toi. Et elle te répond quoi? Au médecin, le médecin me répond, mais ça va... Alors là, ça ne va pas être possible. Justement parce qu'on a besoin de ses jambes pour piloter un avion. Vous, maintenant, vous êtes handicapé, paraplégique, vous n'avez plus l'usage de vos jambes. Donc, l'aviation, pilote de ligne, faut oublier. Moi, je n'ai jamais voulu être pilote de ligne. Hein. Donc, bon. Comment cette gamine qui se réveille en ne ressentant plus ses jambes, avec une moelle épinière qui est touchée, et un médecin qui va lui dire « c'est fini ». Oui. Comment elle réagit, cette petite Dorine de 16 ans? Elle demande à son frère de punaiser des posters d'avion dans la chambre de l'hôpital. Des posters d'avion ou des portraits de pilotes que j'admire, des hommes et des femmes aussi, et des contemporaines comme Catherine Monory. Et ces images m'ont beaucoup aidée parce que tous les soirs avant de m'endormir, je me plongeais dans ces posters et je m'imaginais revoler, je m'imaginais voler aux côtés de Jean Mermoz, je m'imaginais voler dans des avions de légende et je me projetais dans ces images et dans ce rêve-là. Et vous savez, un projet, c'est un rêve sur lequel on a mis une date. Et moi, un jour, j'ai mis une date sur ce projet. J'ai pris rendez-vous avec Toulouse. À Toulouse, je découvre qu'il existe des avions qui sont adaptés de commandes manuelles de pilotage. C'est-à-dire que les commandes qui sont au pied, par un système de tringlerie, enfin, un système mécanique, sont rapportées à la main. Et donc on peut piloter un avion même quand on vit avec un handicap. La seule condition, c'est de pouvoir monter et de descendre seul
de l'appareil pour montrer une certaine autonomie, une certaine force dans les bras. Alors, je vais m'entraîner, je vais prendre des haltères, des poids, et je vais les entraîner, ces petits bras, je vais les muscler pour pouvoir monter, parce qu'on est chronométré, pour pouvoir monter dans les temps, dans l'avion et en descendre. Ah, la première fois, c'était pas facile. Et puis la deuxième, c'était fait. Ok. Entre ce rendez-vous à Toulouse, tu vas justement apprendre à piloter, malgré l'absence de tes jambes. J'imagine que l'adolescence que tu traverses à ce moment-là, elle devient encore plus difficile. Parce que justement, tu n'es pas comme les autres. Comment tu as réussi à imposer ta présence dans une adolescence où généralement on se sent tellement différent et qu'on veut se fondre dans le moule? Toi, c'est inscrit sur toi ta différence. Comment Dorine, elle va remonter? Et grâce à une rencontre, une très belle rencontre, en fait, c'était deux garçons qui n'étaient pas de mon village, qui étaient d'un village voisin. Et en fait, ça a été un véritable coup de foudre, amical, amoureux, enfin. Et ces deux garçons ne m'ont jamais vue comme une personne handicapée. D'ailleurs, ils me l'ont dit un jour, ils m'ont dit, bon ok, t'es en fauteuil roulant, mais c'est pas ça qui va changer le sens de la rotation de la Terre, il m'avait dit. Tout le monde s'en fout en gros. T'es handicapé, bon on s'en fout, tout le monde s'en fout. C'est ton affaire, c'est ton histoire, tu dois faire avec. Voilà, nous ce qu'on veut c'est Dorine, ce qu'on veut voir c'est Dorine, sa personnalité, sa... Ah oui. Et ils avaient quel âge ces mômes? Ah bah non, on avait 19 ans, 19-20 ans. Mais ils avaient raison. Vous savez, il y a des électrochocs qui vous tuent, il y en a d'autres qui vous ramènent à la vie. Et ça, ces mots-là, ça m'a complètement ébranlée, réveillée. Et je me suis dit, mais alors même si c'est pas facile, attends, ça se fait pas comme ça. Il y a des hauts et des bas, évidemment, mais je suis allée dans cette voie. Pendant 2 ans, la déprime totale, et je ne supporte pas l'image que je renvoie aux autres. Je me suis renfermée, je me trouvais laide. Ah oui, ça c'était avant que je les rencontre. Oui, bah bien sûr, évidemment, c'est difficile de... Voilà, vous êtes sur vos 2 jambes, on dit de vous que vous êtes plutôt jolie. Bon, je peux le dire, que vous avez un beau petit cul, et puis tout d'un coup, bah, vous êtes assis dessus, et puis personne ne verra jamais votre... Et ouais, ça fait mal, quoi. Ça fait mal, surtout que moi, j'étais bien consciente... Voilà, de l'image que je renvoyais. Alors j'essayais, tant bien, parce que c'est ma nature, de rester coquette, de porter des talons hauts, des chaussures à talons, puisque des chaussures que mes copines ne pouvaient pas mettre, hein, parce que 12 cm, aller marcher avec des talons de 12 cm, mais moi je pouvais. Donc je me mettais des talons hauts, je mettais des mini-jupes parce que j'aimais bien mes jambes ultra fines, que je faisais dorer au soleil tous les étés. J'étais ultra féminine. Et tu l'as trouvée où cette force? Quand la première des choses qu'on ait envie de faire, c'est de se cacher, limite de disparaître. Enfin... Alors, il y a eu un temps comme ça, mais c'était plus fort que moi. Cette féminité, ce besoin de plaire, de séduire, de charmer, sans arrière-pensée. C'est juste un trait de ma personnalité, en fait, que je n'ai pas perdu. C'est peut-être une chance, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui a aussi permis la rencontre avec ces deux garçons, avec qui j'ai passé de longues soirées, même des nuits blanches à discuter, à refaire le monde. Eux te trouvaient belle. Et c'était merveilleux. Et eux me trouvaient belle. Et ils étaient plutôt très mignons aussi. Donc voilà, on était bien ensemble. Tu obtiens ton bac, malgré tout ça.
Enfin, oui, il faut préciser qu'on me donne le bac au rattrapage. Ok. Question suivante. Mais non. Non, mais parce que Mais tu le tiens. j'arrive. Alors, le bac, évidemment, que j'ai pas travaillé parce que je pleure tous les soirs, donc j'y arrive pas. Donc, arrive le bac. Bon, je n'ai pas les points pour aller au rattrapage. Mais, manque de bol, on me rajoute les 4 points manquants pour que je puisse aller au rattrapage. Mais moi, je me dis, je veux pas aller au rattrapage, enfin, j'ai pas le niveau et en plus, j'ai pas envie de me confronter à quelqu'un alors que je sais rien. Donc, je dis à mes parents que j'y vais et en réalité, je n'y vais pas. Et là, le lendemain matin, à 8h moins le quart, j'entends le téléphone qui sonne. Là, j'ai eu un pressentiment. Je me suis dit, oula, 8h, oula. J'ai entendu le téléphone sonner, je me suis dit, ça c'est pour moi. Effectivement, mon père décroche. Et au bout de 5 minutes, il débarque dans la chambre. Elle s'est pas présentée au rattrapage, elle s'est pas présentée pour le bac au rattrapage. T'as 5 minutes pour te préparer, je t'emmène tout de suite. À 8h30, on doit être à Saint-Étienne. Il y a 80 km qui nous séparent de Noir-Étape de Saint-Étienne. Et là, je peux vous... il aurait eu le permis à points à l'époque, il avait plus de points. Il passe les feux rouges, les stops, enfin bon, bref. 8h30, j'étais devant le prof de philo. Et là, je m'effondre en sanglots. Alors, il me demande, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors, je lui explique l'accident, la paraplégie. Ça faisait que 1 an. Hein. Wow. J'avais eu mon accident au mois de mai et c'était en juin de l'année d'après. Et là, il me dit, ah bah oui, enfin, on parle de choses, vous voudriez faire quoi plus tard? Mais journaliste. Je savais plus trop. Et puisqu'on m'avait dit que c'était impossible de piloter. Et puis là, il me dit, bon, ok. Bon, alors, je vous mets 15. Et là, je fais rapidement mon petit calcul dans la tête. Je dis, mais s'il me met 15, quoi, F5, mais il y a des chances que j'ai mon bac. Et donc, voilà. Dorine. Voilà comment j'ai obtenu le bac. Je n'ai aucun mérite. Ok. Dorine, la vie t'a mis sur ta route une épreuve. Est-ce que tu veux t'accrocher à la vie? Est-ce que toi, tu as envie de vivre? Tu l'as montré, tu as crié, on est venu te chercher. Tu fais tout pour pas avoir le bac, en gros. Tu mérites pas ce bac. T'as pas ta place dans cette vie. La vie te donne ce petit coup de rappel à la vie en disant tu auras ta place puisque tu auras ce bac. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu sens que cette vie-là veut de toi et qu'elle est en train de te mettre à l'épreuve, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais tu sens que la vie veut que tu reviennes à elle? Je ne sais pas si je l'ai ressenti comme ça. En tout cas, c'est moi qui avais envie de revenir à la vie. Je ne sais pas si c'est la vie. Peut-être que c'est dans ce sens-là. Je ne me suis jamais posé la question. En tout cas, c'est vrai que je dis souvent qu'on apprend beaucoup de nos échecs. Nos échecs nous font grandir, nous font devenir, nous révèlent. Ils nous font devenir ce que nous sommes au fond de nous. Mais les succès aussi, il faut quand même des succès, il faut quand même des victoires pour trouver la motivation d'avancer. Et c'est vrai que je ne m'étais jamais posé cette question que vous venez de révéler. Peut-être que le fait qu'on m'ait donné le bac, ça veut dire que quelqu'un m'écoutait, quelqu'un m'entendait, quelqu'un m'aidait en fait à avancer sur le chemin de la vie, et quelque part ça a été un signal aussi qui m'a redonné confiance en moi, confiance en l'avenir malgré tout. Et ton papa qui a survécu puisque lui était dans un autre avion, son avion n'a pas eu d'accident, et ton papa qui va te conduire au lycée ce matin-là, pour que tu passes ce rattrapage et que tu rencontres ce prof-là. Papa et maman, ils t'ont porté? Pas tellement. C'était des gens durs. Ils sont durs. Des gens de la campagne, un peu rustres. Ils m'ont beaucoup bousculé. Hein.
Et le sentiment que j'avais, c'est plutôt qu'il voulait que je prenne vite mon indépendance et que je me débrouille seule parce qu'eux ne savaient pas faire. Alors je leur en veux pas du tout. Quand le handicap survient dans une vie, dans une famille, c'est la déflagration pour tout le monde. Pas seulement pour la personne qui est touchée, hein, pas seulement pour l'enfant. C'est tout l'entourage qui prend. Tout l'entourage, les frères, les sœurs, les parents, voilà. Et eux ne savaient pas faire. Pourquoi ils ne savaient pas faire? Parce qu'ils côtoyaient le handicap de par leur métier. Et bien souvent, les personnes qu'ils transportaient, handicapées, étaient des personnes dépendantes. Donc, ils pensaient que j'allais devenir moi aussi dépendante et une charge pour la famille. Et donc, moi, mon projet, c'était aussi de leur montrer que non, j'allais pas être du tout une charge pour eux, qu'au contraire, j'allais leur montrer à quel point le handicap pouvait être surmonté, à quel point j'étais digne en fait. Je voulais, en m'accomplissant, retrouver ma dignité. Cette dignité que j'avais le sentiment d'avoir perdue dans le regard de mes parents. Ouais, moi ce que j'y vois aussi, c'est que tes parents, en faisant comme ils ont pu, t'ont aussi transmis cette indépendance et cette force oui, bien sûr. D'aller seule. Et que finalement, grâce à eux aussi, peut-être, tu n'as pas été ce poids parce que tu as compris qu'il fallait que tu prennes des ailes. Alors, c'est vrai que de toute façon, moi, je ne me voyais pas rester à la maison dans ce village qui n'est pas fait pour les handicapés. Hein. C'est un village de montagne, ça monte, ça descend. C'est l'enfer quand tu es en fauteuil roulant. Donc, de toute façon, j'avais aussi, moi aussi, envie de cette autonomie. Et finalement, en ne m'aidant pas, ils m'ont aidée à ne pas rester et à partir et à voilà. Mais mon père me le disait de toute façon, il me dit voilà. Mais bon, c'est juste que j'aurais préféré que ça se fasse dans la douceur et il était un peu rustre quand même. Parce que je vous raconte quand même l'anecdote. Hein. J'étais en rééducation après l'accident, donc et puis un jour arrive où vous avez le droit de rentrer chez vous pour le week-end, au moins pour le week-end. Et donc premier week-end, je rentre à la maison. Mon père, on arrive dans la cour, donc il déplie le fauteuil, alors il se mélange les roues, il ne sait pas comment ça marche, il se mélange les pinceaux, il s'énerve, bon ça commence bien, tendu, ok, saute sur le fauteuil. Puis là, il pousse. Oh, qu'est-ce qui coince? Ah bah c'est mon pied qui est tombé par terre. Et c'est lui qui coince et il est en train de rouler dessus. Enfin bon, c'est le pied qui se met à saigner. Bon, il est bien énervé. Et là, non mais comme dans les films, on se retrouve face à la volée d'escalier. Bah oui, parce que mes parents habitent une maison, mais au rez-de-chaussée, il y a les garages où il y a l'ambulance et les taxis. Et on vit à l'étage. Et là, il y a les escaliers. Et là, mon père me dit « Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi, maintenant, avec une handicapée à la maison ?» Voilà les mots de bienvenue de mon papa. Je lui en veux pas, c'est sa façon d'être, sa façon de s'exprimer, très maladroite. Mais quand vous venez de... Voilà. C'est dur, ouais. Enfin, c'est un peu dur quand même. C'est un peu dur quand même sur le coup, j'avoue. Aujourd'hui, j'en rigole, mais bon, sur le coup... Mais du coup, j'ai senti la colère monter. Ah oui. En me disant, non mais l'handicapée, tu sais ce qu'elle te dit? Je pensais ça tout bas. Et puis d'ailleurs, je te trouve plus handicapée que moi en disant ça. Et du coup, cette colère, elle va m'être très utile. Instinctivement, on se dit que la tristesse, la peur, la colère sont des émotions négatives. Mais en réalité, c'est des émotions positives. Parce qu'elles nous obligent, si on les utilise bien, elles nous obligent à avancer
Et c'est une force phénoménale, la colère. Si on la met au bon endroit, si on la place là où il faut, hein. La colère aussi peut nous guider et nous aider à avancer. Dorine en colère, c'est ça. Elle arrive à Toulouse, berceau de l'aéronautique. Et en 95, à 20 ans, 4 ans après ton accident, eh bien, Dorine, en colère, obtient son brevet de pilote privé à Toulouse. Oui, en colère, mais enfin, ce jour-là, j'en menais pas large, hein, parce que le testeur m'a fait aucun cadeau. Il m'a fatiguée. Pas comme au bac. 3h30 d'autonomie d'essence. On a volé 3h15. J'étais épuisée. Il m'a tout fait. Il voulait voir si vraiment je le méritais, ce brevet, et si j'avais suffisamment d'énergie, si j'étais... Voilà. Ça n'a pas été facile, mais là où j'étais très douée, c'était ce qu'on appelle en maniabilité. C'est-à-dire, je m'étais énormément entraînée, par exemple, aux atterrissages, moteur coupé, un cran de volée, 2 crans de volée, vertical des installations, tu coupes le moteur et puis tu fais un circuit, et tu dois te reposer sans le moteur. Enfin, tout ça. J'étais très douée pour la maniabilité, donc plus tard la voltige. Et donc, c'est ce qui a rattrapé la navigation, où là, il faut faire des calculs. Moi, les calculs, c'est pas mon truc. Non, c'est pas ça. C'est que la navigation, j'ai toujours peur de me perdre en vol. J'ai toujours peur de... Moi, j'aime bien rester près du terrain. C'est pour ça que la voltige, ça me convient bien, parce qu'on voltige vertical des installations. S'il y a une panne... on ne peut pas se perdre dans les nuages, il ne peut rien nous arriver. On a le terrain juste en dessous de nos pieds. Ça rappelle des choses. Hein. Voilà. Il y a des gens assis qui se croient debout et des gens debout qui vivent assis. Tu l'as écrit ça? Oui. Ben oui, il y a des gens qui ne font rien de leur vie, qui passent à côté ou qui râlent. Finalement, c'est une chance d'être handicapé parce que nous, on profite de la vie, on prend plaisir, beaucoup de choses nous font plaisir, même des petits riens. Alors que les personnes valides sont toujours là à se plaindre de tout, de rien, ça va jamais. C'est pénible, hein? Vous êtes pénible en fait. Non, je plaisante. Moi aussi. Je plaisante, mais Moi aussi. en fait, l'accident m'a appris à relativiser. Quand j'étais à l'hôpital, je voyais des jeunes ou à peine plus âgés que moi, vraiment fracassés. Je me souviens parfaitement d'un jeune garçon qui était tétraplégique, c'est-à-dire qu'il était sur un fauteuil électrique avec un petit joystick comme ça pour avancer. Il avait tellement de douleur dans ses jambes, il souffrait tellement que le soir, avant de s'endormir, il demandait à l'infirmière de lui rouler ses joints et de l'aider à fumer ses joints. Enfin, voilà. Moi, je l'adorais parce qu'il était cool, il était sympa et tout. Mais quand j'allais le voir, je me disais, mais Dorine, mais quelle chance tu as. Alors, tu fumes pas de joint, mais tu as l'usage de tes mains, quoi. Fais-en quelque chose. Et voilà, donc ça apprend à relativiser, et ça nous apprend aussi à nous contenter de ce que l'on a et de faire avec ce que l'on a et de compenser, voilà, d'aller de l'avant. Tu le savais déjà, ça? Ah non, alors après l'accident, j'étais dans une nuit nucléaire. J'ai connu la nuit nucléaire. Je voyais tout gris. D'ailleurs, je voyais les choses en gris, sombre. Voilà. Non, c'était pas... Il a fallu s'accrocher quand même. Hein. Mais je me suis accrochée par bribes en regardant des photos, en lisant des livres, en lisant Le Petit Prince. J'ai découvert Le Petit Prince sur mon lit d'hôpital. Et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on puisse écrire des choses aussi belles. Et si quelqu'un a écrit ces mots-là, c'est que des gens pensent comme ça. Mais si on peut penser comme ça, alors il y a de l'espoir. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Et donc, j'ai été attirée par ces personnes qui voyaient
l'essentiel, qui voyait l'invisible, et donc qui voyait Dorine plutôt que le fauteuil roulant, plutôt que le handicap. Et puisque tu ne peux pas fouler le sol, tu vas découvrir que le ciel t'appartient. En 2002, lors d'une interview à Mireille Dumas, qui m'a bouleversée, tu as alors 30 ans, et tu regardes la caméra en expliquant que la vie d'une femme handicapée n'enlève pas le désir et l'amour que peut ressentir une femme, et tu m'as donné une sacrée leçon de vie, de te dire que cette force-là, ce désir-là, peu importe qu'on ait ses jambes ou pas, il faut aller le chercher au fond de soi. Et là, je me suis dit, ok, une reconnexion à soi, en fait, qu'on a peut-être nous perdu, nous les valides. Je ne sais pas si vous l'avez perdu. Bon, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais... je l'ai jamais perdu, quoi. Ça ne m'a jamais quitté. Voilà. Je me souviens plus trop de cette interview. Vaguement. Mais oui, j'étais un peu timide à ce moment-là. Je ne sais pas ce que j'ai répondu. Mais exactement. Mais, Le destin ne m'a pas accordé le temps d'être à l'écoute de mon désir amoureux. J'ai retrouvé le plaisir à ma façon. Donc, oui. Je suis une femme. Bah oui, ouais. Tout de suite. Oui, assez rapidement, oui. Assez rapidement. Mais en fait, comment vous dire, on était tous en admiration l'année dernière face aux images des athlètes, en handisport, des exploits, etc. Mais quand on vit différemment, quand on vit autrement, avec, on pourrait dire, un sens en moins, on développe d'autres sens, on compense en fait. Mais c'est pour tout le monde pareil. Dès lors que vous êtes touché par un handicap, que vous perdez l'un de vos membres ou l'un de vos sens, vous allez compenser. Et ça se fait naturellement. Regardez les personnes aveugles. Moi, j'ai un ami qui est aveugle, qui s'appelle Amou Bouakaz, que j'adore. Ça a été mon premier passager de voltige. Il est aveugle. Je lui ai fait faire de la voltige aérienne. Il me disait, Dorine, la voltige me parcourt la peau comme ça. Je ne sais plus l'expression qu'il avait employée. Je lui ai dit, dis donc, t'as de la chance parce que moi, maintenant, avec l'habitude, c'est passé. Mais t'as de la chance d'avoir cette sensation-là. Mais regardez comme il compense la mémoire phénoménale que les personnes aveugles ont. Voilà, et quand on vit avec un handicap, on va compenser, on va être hypersensible, on va ressentir les choses de façon décuplée. Et puisqu'on a perdu un sens, un autre se développe. Donc, c'est pour ça que parfois certaines personnes disent c'est une chance que de vivre avec un handicap. Moi, je ne dirais pas que c'est forcément une chance, parce qu'on peut aussi développer cette sensibilité-là. Ça, c'est le top. Développer cette sensibilité-là en ayant toujours ses deux jambes, ses deux bras, ses yeux, ses oreilles. Ça, c'est bien. C'est mieux encore. C'est la quête. Ouais. C'est peut-être aussi pour ça que tu es là, sur le fauteuil entre vous et moi. C'est peut-être de nous faire comprendre aussi que il ne faut pas être handicapé pour pouvoir développer ça. Encore mais bien faut-il surtout sa sensibilité, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son âme. Même en fauteuil roulant, une femme aimée se sent toujours belle. Sauf que quand il y a le fauteuil roulant, c'est encore plus magnifique parce que c'est tellement plus difficile à atteindre. Oui, c'est vrai. Quand un homme t'a regardé, t'a trouvée belle, désirable, tu as pensé quoi ? Je suis tombée follement amoureuse en retour. Moi, je suis une grande amoureuse. Je peux être une grande amoureuse. Voilà. Après, des fois, la vie, elle est un peu plus cruelle et un peu plus difficile que ces belles paroles. C'est quoi la réalité ?
la réalité, ça aussi je l'ai écrit, c'est qu'à la fin, le fauteuil roulant gagne toujours. Il finit toujours par le remporter, malheureusement. Voilà. Ce qu'un homme va trouver beau au départ, au bout d'un moment, je ne sais pas si c'est l'habitude ou s'il va voir les choses différemment. Et au final, le fauteuil l'emporte. C'est-à-dire que le handicap l'emporte. Ouais, c'est très dur. C'est difficile ce que tu dis là pour des personnes qui pourraient être dans ta situation et qui, eux, ont encore l'espoir de... Alors après, moi je garde quand même espoir un jour, je me dis que peut-être un jour, il faut continuer d'espérer. Ça c'est mon expérience personnelle, c'est que j'ai pas, peut-être pas fait la bonne rencontre encore. Mais j'ai quand même espoir parce que j'ai une très bonne amie qui a rencontré son âme sœur. Elle avait, je crois, 58 ou 60 ans. Donc, et tu es maman encore aussi. De la marge. Maman, c'est incroyable. Oui, oui, heureusement. Tu pensais que ça aussi, tu ne pourrais pas le devenir? Je pensais, oui, parce que c'était pas dans mon tempérament. Je pensais que voilà, je pensais que je n'aurais jamais d'enfant parce que je voulais une vie libre. Je me projetais pas en tant que mère. Et puis un jour, j'ai rencontré le père de mon enfant qui lui a fait germer en moi cette petite graine en me disant qu'il aimerait fonder une famille avec moi, avoir des enfants. Et du coup, l'idée, la graine a germé. Hein, nous sommes des femmes, vous savez ce que c'est. Et là, le côté aventure, garçon manqué, c'est passé au second plan. Et je me suis dit, mais oui, bien sûr, un bébé, pourquoi pas. Et donc, je suis devenue maman. Ma fille a 19 ans maintenant. Elle est très, très belle. Voilà. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. C'est compliqué. C'est compliqué parce que... Pourquoi c'est compliqué? Un enfant, une fille vis-à-vis d'une maman, mère-fille, la relation est complexe et elle veut mieux faire que sa mère en général. Elle a besoin de trouver sa place, de faire sa place. Et pour ma fille, je pense que c'est difficile parce que sa maman, donc moi, sa maman handicapée, a eu et a toujours tellement de courage que le courage, c'est quelque chose qui demande beaucoup de ressources et tout le monde n'a pas... je ne sais pas si j'emploie pas les bons mots. Elle se dit, mais comment être aussi courageuse que ma maman? Est-ce que je pourrais moi aussi être aussi courageuse qu'elle? Si elle est devenue ma maman ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à son courage, je le dis toujours, grâce au courage, que le courage est contagieux aussi, mais aller expliquer ça à une enfant de 19 ans, c'est encore un peu tôt. Hein, parce que moi, à 19 ans, je ne pensais pas avoir le courage, ce courage-là non plus. Hein, donc, c'est un cheminement aussi. Hein. C'est contagieux. Le courage ? Ouais, c'est contagieux. Moi, vraiment, je me suis appuyée sur mes modèles de courage, qui étaient les pionniers de l'aviation, Louis Blériot, Adrienne Bolland, Hélène Boucher, Maryse Bastier, Maryse Hills, Elisabeth Boisselli. Il y a eu de nombreuses femmes qui ont marqué l'histoire aussi, qui ont écrit l'histoire de l'aviation. Quand on pense, souvent quand on pense au mot pilote, ce sont souvent des figures masculines qui nous viennent à l'esprit.
mais c'est sans compter sur ces femmes qui volent, qui sont commandants de bord, qui remplissent des missions aériennes, civiles, militaires, qui éteignent des feux de forêt, aux commandes, toutes aux commandes de leur avion. Et aujourd'hui, je pense que c'est important de leur rendre hommage. Laissons-lui le temps à Charline, à ta fille, de se rendre compte de ce courage qu'elle a. D'ailleurs, en parlant de femmes, tu as écrit ton premier livre en 2002 qui s'appelle « La couleur préférée de ma maman, de ma mère ». Et tu expliques que ta maman a eu une réaction assez dure quand elle a appris que tu étais enceinte. Oui, parce qu'elle pensait que j'allais pas réussir à m'occuper de mon enfant et que... Elle avait peur pour moi. Mais ma maman, au lieu de me dire ma fille chérie, j'ai peur pour toi, fais attention, réfléchis bien, elle a des mots durs, elle a des mots cassants, elle dit non, t'as même pas le temps de poser ta question que ma mère va dire non. Elle est terrible pour ça. Maman, est-ce que je peux... Non, c'est comme ça. Bon, elle est dure, quoi. Et c'est ça qui a été difficile pour moi. Et j'ai pas voulu reproduire ça avec Charline. Alors moi, c'était l'inverse, par contre. J'ai été peut-être parfois trop gentille. Je me suis fait un peu marcher sur les pieds. À défaut, voilà, de rouler sur les tiens. Mais tout ça, c'est de la peur, en fait. La peur, elle existe, elle est là. Il faut voir l'objectif et aller par-dessus, voilà, et se concentrer sur l'objectif. On trouvera toujours des solutions, c'est ce que je lui ai dit, maman. On trouvera des solutions, on va se débrouiller, on verra bien. Et les solutions, on les a trouvées. Charline a 19 ans, elle est en bonne santé, elle est pleine de rêves, de projets. C'est une grande amoureuse, elle aussi. Voilà, je pense qu'elle est plutôt épanouie et que je me suis pas trop mal débrouillée. Et ce livre qui s'intitule « La couleur préférée de ma mère », c'est quoi sa couleur préférée? C'est le bleu, c'est la couleur du ciel. Là, donc, tu as ton brevet de pilote privé, mais tu découvres que tu ne peux pas passer pilote pro parce que c'est interdit aux handicapés de devenir pilote pro dans la mesure où il n'y a pas de commande manuelle dans les avions. Et là, ta colère te fait déplacer des montagnes. Oui, alors ça s'est pas fait en un jour. Et pareil, ma colère, je l'ai orientée dans la bonne direction, la bonne balise, hop, et le bon cap. Au lieu de me battre contre ceux qui voulaient maintenir l'ancienne réglementation, l'ancienne législation, moi je me suis battue pour tous ceux que ce règlement, cette loi allait servir, c'est-à-dire pour les pilotes handicapés qui allaient pouvoir devenir pilotes professionnels et faire de leur passion un métier. Et quand on se bat pour quelque chose, eh bien, on argumente, on fait des choix, des portes finissent par s'ouvrir et surtout, on fédère des gens. Et on invite les autres à vous suivre. Et donc, je suis devenue le véritable porte-parole des pilotes handicapés en tenant ce discours que finalement, un poste de pilotage, c'est un poste de travail comme les autres. Et il suffit de l'adapter, comme on adapte les postes de travail en entreprise, il suffit de l'adapter pour les personnes handicapées et elles pourront faire leur métier de pilote. Et voilà, ça a pris du temps, mais petit à petit, j'ai réussi à convaincre des personnalités, des gens qui comptent dans le milieu de l'aviation et dont la parole avait du poids et qui nous ont appuyés, qui nous ont épaulés. Alors, il a fallu gagner leur confiance, ça ne s'est pas fait tout seul. Il a fallu 7 ans. Gagner leur confiance, leur montrer, leur démontrer, les inviter à nous voir voler, accomplir des exploits, puisqu'on avait créé une patrouille aérienne, on volait à 3 avions à 1 mètre, on faisait des spectacles aériens.
et à remplir des missions de surveillance de feux de forêt. Et c'est comme ça qu'on a réussi à gagner la confiance et pas d'un grand nombre de personnes, mais des personnes qui comptaient. Et cette expérience, pour moi aussi, a été extrêmement positive et m'a fait prendre conscience que finalement, dans la vie, on n'échoue jamais à cause d'opposants ou d'ennemis, mais faute d'alliés. Il faut les bonnes personnes au bon endroit, au bon poste, la rencontre au bon moment. Et c'est aussi comme ça que, enfin en tout cas moi c'est comme ça que j'ai réussi à faire changer la réglementation. Je n'y serais jamais arrivée seule, hein, évidemment. Tu es à l'origine de l'arrêté ministériel en 2003 qui permet aux handicapés l'accès à la licence de pilote professionnel et à la pratique des sports aériens tels que la voltige que tu vas découvrir. Voilà. Cette phrase est incroyable et je pense que c'est incroyable que ce soit une femme handicapée qui le dise aux valides que nous sommes. Dans la vie, j'ai cessé d'espérer, j'ai appris à vouloir. Waouh. Ouais, mettre la marche au-dessus. Hein. Mais oui, mais je vous dis, quelque part, on a le sentiment qu'on n'a pas le choix, en fait. Tout est tellement difficile, trouver sa place, faire sa place, inspirer confiance, gagner la confiance des autres, trouver l'amour. Enfin, les obstacles, ils sont partout, en fait, à toutes les strates, à tous les niveaux de la vie. Même, regardez un exemple, même se loger est compliqué. Bon, aujourd'hui, j'habite dans cette très belle ville que j'aime, que j'adore, qui est Boulogne-Billancourt. Mais il m'a fallu 25 ans avant d'être dans un logement, on va dire, décent, adapté à mon handicap. Pendant 25 ans, j'ai galéré. J'étais mal logée dans des appartements, alors soit au rez-de-chaussée, plein nord, humide et froid, moi qui suis frileuse, voilà. Soit il y avait des contraintes de marche, donc je ne pouvais y accéder qu'en passant par les garages. Donc prendre ma voiture, systématiquement, quand je voulais mettre le nez dehors, il fallait que je prenne ma bagnole. Ou alors des appartements exigus, les toilettes dont je ne pouvais pas fermer la porte, donc quand j'allais aux toilettes, ça ouvrait sur le salon. Enfin, bon, c'est des conditions... je veux dire, c'est quand même pas évident, quoi. Et 25 ans pour se loger correctement. Et quand voilà. Donc, il faut vouloir, hein. Il faut vouloir avoir envie d'avancer dans un monde hostile. Il faut avoir des ressources au fond de soi. Et moi, ma ressource, ça a été cette passion, et surtout cette passion, l'envie de la partager. Parce qu'une passion seule, je ne pense pas que ça m'aurait mené aussi loin. Et donc après la maternité, après avoir donné vie à ta fille, eh bien en 2015, tu deviens la première pilote paraplégique de voltige au monde. Pourquoi vouloir voler la tête en bas alors que tu volais déjà? Parce que c'est waouh, c'est extraordinaire. C'était encore une liberté retrouvée encore plus, c'est ça? Une liberté. Et vous savez, quand vous êtes là-haut, vous faites corps avec la machine, vous faites corps avec l'avion. L'avion devient le prolongement de votre corps. Les ailes, c'est vos bras. Et donc, vous avez le sentiment de glisser avec l'avion. L'avion, c'est vous, en fait. Hein, vous ressentez votre avion. Vous êtes à l'intérieur, vous êtes dans ce cocon, mais c'est votre enveloppe, en fait. C'est votre enveloppe charnelle, presque. Vous vibrez avec lui. Votre cœur bat en même temps que le moteur qui tourne. Et vous le sentez glisser, vous le sentez déraper, c'est magique, quoi. Et quand on a perdu l'usage de ses jambes, pouvoir voler alors qu'on ne peut plus marcher, on a un sentiment de danser, en fait. Vous voyez, danser dans le ciel.
c'est merveilleux. Et puis aussi, la maîtrise. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être devenue pilote le jour où je suis devenue voltigeuse. Parce que là, je comprenais bien la machine, je comprenais bien ce qui se passait. J'étais en capacité de répondre, de maîtriser, de piloter mes vrilles, de piloter mon tonneau, de piloter mes loopings et de les arrêter quand je voulais. Enfin, vous voyez, de vraiment aller être capable de piloter l'avion dans tous les sens, quoi. Et d'acquérir la maîtrise. Et ça, c'est génial. C'est génial, enfin, je veux dire, quand on a... Enfin, voilà. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Si vous en voulez une phrase qui va résumer tout ce que ressent Dorine, c'est elle qui l'a écrite. La voltige, c'est comme faire l'amour dans l'espace. Oui, avec le ciel. Incroyable. Ouais, c'est bien, c'est bien et c'est beau. Parce que quand vous regardez des images de voltige avec les fumigènes, c'est gracieux, tu te dis waouh, comment ils font ça. Et d'ailleurs, Alice Taglioni, l'actrice, avait joué ton rôle justement dans un téléfilm Au-dessus des nuages qui avait été diffusé en 2015. Si un jour on t'avait dit que tu serais l'héroïne d'un téléfilm? Je me disais, mon histoire, on pourrait en faire un film quand même. Ouais. Je me disais ça. C'est ça. Mais après, j'aurais vu les choses différemment. Moi, j'aurais vu les choses beaucoup plus romanesques, beaucoup plus aventure. Là, c'était un mélange entre la réalité, la maman, les relations avec l'enfant, le mari qui devient ex-mari. Cette réalité-là m'intéresse moins. Trop terrienne, en fait. Ouais, donc du coup, j'étais un petit peu déçue du résultat. Parce que tout ça, bon, voilà. Mais après, c'est les exigences diverses et variées des uns des autres. Et donc, du coup, j'avais pas mon mot à dire, en fait. Je pense que, sans le savoir, tu es déjà dans une autre dimension, au-dessus des nuages. Ça me fait penser, moi, à cette chanson que j'adore de Zao de Zagazon, La symphonie des éclairs. Ah oui. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je crois qu'elle l'a écrite pour moi. C'est énorme. Quand je l'ai entendue, cette chanson, la première fois. Je traverserai les nuages comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Oui, c'est beau. Hein. Ah, c'est toi, ouais. T'aimerais bien la rencontrer, Zao? Ouais. Non, parce que elle est belle cette chanson. Ah, ouais. Et alors, il fait toujours beau d'écrire des chansons comme ça. Il fait toujours beau au-dessus des nuages ou pas? Oui, il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et les nuages qui t'ont happé un morceau de ta vie, il fallait que tu ailles voir derrière les nuages pour le revoir, ce putain de soleil. Bah oui, parce que le mauvais temps, il est en dessous des nuages. Ouais. Donc là où c'est le plein été, c'est le plein soleil. C'est toujours le plein été au-dessus des nuages. Et en plus, ce qu'on ne sait pas, c'est que moi j'ai découvert que quand tu es handicapé, que tu n'as plus accès à tes jambes, eh bien, tes jambes sont attachées. Dans l'avion siège, pour pas qu'elles ne partent dans tous les sens. Ça veut dire que s'il y a un accident, tu peux pas t'extraire de l'avion. Non. Bah, on peut pas s'éjecter. De toute façon, on n'a pas le temps de se détacher, de Ça veut dire que tu le sais. Tu le sais qu'il y a un problème. Si il y a un problème, c'est mon cercueil. L'avion devient mon cercueil. Bah oui, mais bon, on fait tout pour qu'il n'y ait pas de problème. Et c'est pour ça que c'est aussi exigeant. Et c'est aussi ça que j'ai, malgré tout, aimé. Aimer, c'est que tu es sans filet, tu n'as pas le droit de te louper. Parce que si tu te loupes, ce sera la dernière fois. Voilà, donc c'est un sacré challenge. Hein, mais je dis pas que j'ai pas eu peur.
Il m'a fallu 25 heures pour aller au-delà de ma peur, au début. 25 heures, c'est le nombre d'heures qu'il faut à un pilote lambda pour apprendre la voltige et passer sa qualif de voltige. Moi, il m'en a fallu 50, le double. Parce que les 25 premières heures, j'avais peur, j'avais les oreilles qui bourdonnaient dans l'avion. Mon instructeur me parlait, j'entendais rien, je comprenais rien ce qu'il me disait. J'avais les bouts des doigts tout blanchis. Enfin, je sentais même paralysée, je sentais plus insensible. Je sentais, quand je tirais sur le manche, je sentais même pas ce que je faisais. C'était horrible, 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 la peur. Et je me suis accrochée, je voulais aller au-delà de ça. Et comme tu le dis, tu aimes partager. Tu vis aussi pour les autres, donc tu partages ton histoire dans tes livres, dans des conférences. Si on t'avait dit à l'hôpital tout ça, si on t'avait dit Dorine, tu sais quoi, n'écoute pas le médecin qui te dit que tu ne pourras plus jamais faire ça. Regarde tout ce qui t'attend. Tu aurais cru ça? Oh là là. Ben, j'y aurais peut-être cru, ouais, quand même. J'y aurais peut-être cru, c'est ça le pire. C'est parce qu'il y a une forme de naïveté en moi. Il y a une forme d'insouciance, il y a une forme de naïveté. Et que je me dis toujours, je vois pas l'obstacle, je le vois sans le voir. Je veux pas en fait, en réalité, des fois je sais qu'il est là, mais je veux pas le voir. Je me dis, mais non, on va le contourner, on va trouver une solution, c'est quand même pas infranchissable, quoi. Et il y a une forme de naïveté, mais cette naïveté, c'est elle aussi qui me pousse à faire les choses. Quand je me suis lancée dans la voltige, je me suis dit, bon, pour que c'est du sens, il faut que je me fixe un challenge, un objectif fort, élevé. Je vais faire le Salon du Bourget. Le Salon du Bourget, j'avais 9 mois pour me préparer. J'avais pas d'avion d'équipé, des commandes manuelles. J'avais pas ma dérogation médicale parce que c'est encore une autre dérogation, des tests médicaux beaucoup plus poussés encore. Comme j'étais la première, je savais pas si j'allais l'obtenir. J'avais pas encore de sponsor, j'avais rien. Et je me suis dit, dans 9 mois, c'est le Bourget. Bourget, c'est le plus grand salon aéronautique du monde. Hein. C'est les maestros du ciel qui sont au Bourget. Je veux dire, c'est les champions du monde de voltige. Tu as les pilotes de chasse, les pilotes de la patrouille de France, du Rafale. C'est les meilleurs. Et moi, avec mes petites, j'avais 800 heures de vol à l'époque, et puis 0 de voltige, j'ai fait le Bourget. Il y avait une forme d'insouciance dans tout ça. Et tu l'as fait? Mais je l'ai fait parce que après, je suis allée voir des gens, j'aurais dit, voilà, c'est ça le projet, refaire ça. L'enthousiasme, l'envie, waouh, allez, ok, on y va. J'ai cette capacité à susciter l'envie aussi chez les autres, à partager ça et à susciter et à faire en sorte que mon projet à moi devienne aussi celui des autres. C'est une forme de leadership en fait. Les gens ont envie de me suivre, je leur donne envie de me suivre. Et ça, c'est la passion, c'est l'enthousiasme, c'est les expériences de la vie aussi. Ces expériences qui ont été parfois positives, comme le bac, comme vous le disiez tout à l'heure. Merci si mon professeur m'entend. Professeur de philo. Je le remercie parce que peut-être que lui était conscient de ce qu'il faisait. Moi, je n'en avais pas vraiment conscience. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de ce bac? Et je me disais ça dans ma tête. Il n'y a jamais de hasard. Peut-être qu'il savait. Et à ton corps défendant, tu es devenu un modèle. Il y a des gymnases, des écoles qui portent ton nom. Des écoles. Et tu as même une photo avec Tom Cruise. Oui. Maverick, Top Gun. Oui. Top Gun, c'est incroyable. Que j'ai pas rencontré à une soirée où il y avait 500 personnes qui n'étaient là que pour lui. Il était là, entre guillemets, incognito. On savait pas que... Voilà. Et je l'ai rencontré, il sortait des toilettes. Non, mais c'est vrai en plus. il avait 6 gardes du corps. Alors bon, ça. Et tu lui as dit quoi? Et il a fait, c'est bon. Et j'ai baragouiné. Je lui ai pas dit quelque chose. Je lui ai baragouiné quelques mots in English. Mais j'étais tellement, impressionnée que j'en ai perdu mon anglais. Je savais plus parler anglais.
Tu lui as dit que tu étais pilote, que tu faisais de l'aviation? Oui, je lui ai dit que j'étais pilote et que j'avais volé dans son avion le P-51 Mustang quand j'étais jeune. J'étais pilote de voltige, voilà, mais je pense qu'il a été soulagé que ça se termine parce que c'était laborieux pour comprendre ce que je voulais dire. L'aviation m'a sauvée, la joie m'a réparée. Oui. Tu en répares, je pense, les gens. Oui, ce que je dis des fois, c'est que dans cet accident, j'avais beaucoup plus à perdre en perdant ma joie qu'en perdant mes jambes. Oui, la joie, c'est quelque chose de puissant pour aller de l'avant aussi. C'est contagieux comme le courage et ça vous répare de l'intérieur. Et les jours de tristesse, alors on fait comment? Les jours de tristesse, On fait comment? Les jours de tristesse, il y en a, ils sont nombreux. On va aller chercher la joie chez les autres. On va la puiser chez les autres. On a toujours des copains rigolos, des copines. Moi, des fois, quand je suis pas... J'écoute Florence Foresti, ça me fait rire à chaque fois, j'adore. J'adore. Alors, du tac au tac, ton mot préféré? Amour. Ah oui, parce que si la joie, c'est puissant, l'amour aussi. Hein. Celui que tu détestes? Non, je déteste les noms, Ouais. voilà. Parce que j'ai entendu les noms toute mon enfance. Et oui, peut-être. On dit oui, peut-être, mais on dit pas non. Ton gros mot préféré? Alors, c'est une expression. C'est une copine qui dit ça. Elle a une expression, elle dit et mon cul sur la commode. J'adore. Ouais. Et Ton mon petit cul à toi. Mon cul sur la commode. Ça me fait rire. Ta chanson préférée? Eh ben, on va dire Au-dessus des nuages. Ouais. Zao de Zagazan. Ouais, je l'adore celle-ci aussi. Tu lui dirais quoi à Dorine, la petite Dorine, à côté de toi, là, qui a 16 ans et qui affronte la mort pendant 12 heures? Tu lui dirais quoi? Je lui dis, garde les yeux ouverts, ne t'endors pas, ce que j'ai fait. Ne te laisse pas engourdir par le froid parce que tu vas voir, la vie te réserve des surprises et après le froid, tu vas ressentir les rayons du soleil. Et ce fauteuil entre vous et moi qui est un peu particulier pour toi, là, aujourd'hui, tu aimerais voir qui à ta place dans le fauteuil d'entre vous et moi pour se confier comme tu t'es confié avec le cœur? Ah ben, vous pourriez inviter Brigitte Révelin-Falcoz. C'est cette femme qui nous a aidés, soutenus et qui nous a aussi ouvert des portes pour pouvoir accéder à la licence de pilote professionnel. C'est l'une des premières femmes pilotes de ligne en France qui a su s'imposer dans un métier d'homme puisqu'elle est devenue commandante de bord à Air France. Merci beaucoup, Dorine. Merci pour ce beau témoignage et cette force-là. Merci. Si vous aussi vous avez été touché par la force de vie de Dorine et sa détermination à l'honorer, cette vie, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et nous dire ce que ces mots vous ont inspiré. Et puis, partagez cette interview autour de vous. C'est certain, elle va faire beaucoup de bien. Toutes nos émissions sont disponibles en vous abonnant sur la chaîne Entre vous et moi. Vous pouvez aussi les écouter en podcast sur vos plateformes préférées. Et si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de nous soutenir en laissant un don dans le lien en description. Merci à vous.